Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ebuliscience. Notre métier, notre objectif est de faire découvrir et aimer les sciences à tous les publics. Aujourd'hui, je reçois Arnaud de Bechevel, directeur des Francas du Rhône et de la métropole. Ebuliscience et les Francas mènent de nombreux projets en collaboration. Formation à l'animation et à la médiation scientifique. Dans cet épisode, nous allons parler d'engagement associatif, d'éducation populaire et d'éducation aux sciences. Bonjour. Eh bien, écoute, je vais te laisser te présenter, à savoir qui tu es, Arnaud de Bechevel, et puis petite question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu aimes les sciences ? Est-ce que tu aimais les sciences quand tu étais enfant ? Eh ben, merci, je suis Arnaud de Bechevel, je suis le directeur des Francas du Rhône et de la métropole de Lyon, une association d'éducation populaire. Et du coup, est-ce que j'ai fait des sciences ? Est-ce que j'aime les sciences, c'est ça ? Oui. Ouais, moi j'aime bien les sciences. En fait, le hasard de la vie a fait que j'ai commencé d'abord déjà ma vie professionnelle en étant géologue de formation. Donc j'ai un parcours du coup de sciences naturelles. Tu aimais les sciences enfants ? Ouais, j'adorais ça. Moi, j'aimais bien la question de se poser le pourquoi des choses. J'aimais bien essayer de me dire qu'il y a derrière un enjeu de connaissance et un enjeu de liberté. Ça, je trouvais ça très intéressant. Et donc j'ai toujours été très curieux des sciences du monde. J'étais très fort en histoire et j'étais très fort aussi du coup en sciences naturelles, SVT. Donc je trouve que les deux se croisaient bien finalement. Donc tu as fait des études de géologie ? Ouais. Ça a été des études qui du coup n'ont pas beaucoup porté leurs fruits. Je n'étais pas le meilleur des géologues. Mes parents disent que je suis le meilleur des géologues parmi les animateurs et le meilleur animateur parmi les géologues. Donc du coup, je ne dois pas être un très bon géologue. Tu as exercé un peu ? Non, très peu. En fait, j'ai fait mes études et assez vite, en fait, j'ai fait de l'animation moi en parallèle. J'étais animateur dans le scoutisme et puis du coup en accueil de loisirs. Et en fait, à un moment, quand j'ai dû faire le choix entre est-ce que je veux faire de la géologie, finalement, mon parcours pro, ou est-ce que j'ai envie de retrouver le chemin de l'éducation populaire comme un parcours professionnel, c'est là-dedans, après, au fur et à mesure, que j'ai finalement réussi à plutôt me dire que c'était là que je voulais bosser, quoi. Je pensais pas que en fait, l'animation, c'était un milieu où on pouvait travailler. On va justement revenir sur ce qui t'a amené à ton poste aujourd'hui, ton parcours. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être directeur des Francas du Rhône et de la métropole ? Et nous présenter les Francas par la même occasion. Alors, les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire, une fédération qui a fêté ses 80 ans l'année dernière et qui, en fait, depuis 1944, né d'un mouvement de résistance, a décidé de repenser les espaces éducatifs et les espaces de relation avec l'enfant. Il y avait un constat qui était clair, l'école ne suffit pas à ce que le fascisme s'installe, du coup, ne s'installe pas. L'école ne suffit pas à construire des citoyens et construire des citoyennes. Il faut d'autres espaces. Pour la famille, pour les enseignants, pour les enfants, pour la relation, pour la rencontre. Et donc, c'est les Francas qui, d'un collectif, réfléchit à créer les centres de loisirs éducatifs, donc ces espaces de centres aérés, qui sont un peu l'école mais pas que, qui sont un peu dans la nature mais pas que, qui sont proches de la ville et pas que. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, naît en fait les Francs et Franches camarades qui deviennent après les Francas, qui se déploient pendant 80 ans, du coup, avec cette idée de créer des nouveaux espaces de la relation collective, dans le but d'émanciper et de construire une société plus humaniste, plus citoyenne, plus laïque, plus juste. Et 80 ans plus tard, on se retrouve du coup à avoir une association qui fédère en fait 82 associations départementales, et moi je suis le directeur sur le département du Rhône et de la métropole de Lyon. Et après, chaque association du coup fait vivre et déploie l'aventure Franca sur son territoire en fonction des réalités, puisque ce qu'on fait dans le Cantal et ce qu'on fait dans le Rhône, c'est pas la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités de territoire. Et vous faites quoi plus précisément sur le Rhône alors et la métropole de Lyon ? Sur le Rhône et la métropole de Lyon, on va avoir des accueils de loisirs affiliés, des associations. Il y en a 8 qu'on accompagne du coup sur le territoire, notamment les CPNG, les comités pour nos gosses, ou encore le centre aéré de Bron, qui est un des premiers centres aérés construits en France et qui a un vrai patrimoine de l'éduc-pop pour du coup toute son utopie qu'il a réussi à mettre en place. On va avoir après du coup ce qu'on appelle des pratiques éducatives Francas, qu'on va déployer sur le territoire, et donc c'est nous, là, les équipes qui allons dans les accueils de loisirs, dans les écoles, auprès des adultes éducateurs du coup des enfants, poser des sujets autour de la transition écologique, du débat, de la place des enfants, de la Convention des droits de l'enfant, de sujets un peu divers et variés qu'on va croiser, et notamment un sujet central qui est le développement de l'esprit critique chez nous. Oui, ça me permet de faire un pont assez idéal.
c'est au travers de ton poste actuel au Franca que tu as rencontré Ebulliscience, même si tu connaissais, je crois, Ebulliscience depuis un certain temps. Comment cette rencontre s'est-elle faite ? Je découvre que les Franca et Ebulliscience avaient envie de travailler en commun sur des sujets en fait qu'ils croisaient, la question de l'esprit critique notamment. Et puis les Franca et Ebulliscience avaient envie de porter une formation commune en soutien avec Jeunesse et Sport, la SDJES. Cette formation avait pour but de croiser la culture scientifique et l'éducation aux sciences avec ces questions du développement de l'esprit critique qui étaient portées par les Franca, qui étaient plus, nous, du côté, on va dire, fabrique de l'information, côté journalisme, éducation aux médias à l'information, et que les deux se croisaient plutôt bien. Donc je crois que pour moi, c'est comme ça qu'Ebulliscience et les Franca ont commencé à tisser des liens. Et puis, on avait envie, je pense... moi, j'avais envie de mieux vous connaître. Je pense que vous aviez envie de mieux connaître les Franca, et on a discuté, toi et moi, pas mal de fois. Et on a commencé à se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut envisager d'autres espaces des possibles ? Et donc, on continue un peu de cheminer sur des événements, sur des programmations, sur des choses comme ça, où on se dit, tiens, là, il y a de quoi gratter, là, il y a des possibles. Oui, nos médiations ont des points communs assez forts, notamment les outils qu'on utilise pour le développement de l'esprit critique, tout à fait. Ce qui nous intéresse aussi dans ce podcast, et le fait qu'on t'ait invité aujourd'hui, c'est de comprendre chez nos partenaires, alors il y a le poste que tu as actuellement, mais il y a aussi tout ton parcours, c'est comprendre pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à être autant engagé dans l'éducation et plus spécifiquement encore dans l'éducation populaire. Moi, l'éducation populaire, ça a été ma respiration quand j'étais enfant. C'est le fait de ne pas me sentir à ma place pleinement du coup dans l'école, m'ennuyer pas mal, et avoir le sentiment que la cour de récré, c'est le meilleur endroit de ma vie. Et donc du coup, il y avait ce truc-là j'avais besoin de vivre des nouveaux espaces, et il y avait un groupe scout à côté de chez moi, donc du coup, mes parents m'y inscrivent, et en fait, je découvre un endroit de liberté assez fort, avec à la fois des codes collectifs pour pouvoir avancer, en même temps un droit à pouvoir penser des projets ensemble, à pouvoir avancer, à pouvoir créer des choses, à faire des campagnes de solidarité. Et en fait, je trouvais vraiment le côté très émancipateur très intéressant. Et moi, je me sentais très libre là-dedans et beaucoup moins libre dans les espaces de l'école. J'étais bon élève, mais du coup, je m'ennuyais vite. Donc, j'étais pas celui qui avait les meilleures notes. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu ? Donc, on comprend chez les scouts spécifiquement, peut-être un état d'esprit, peut-être nous développer ça. J'aimais bien cette approche des collectifs. J'aimais bien l'idée de ce qu'ils appellent l'auto-éducation par l'action, donc ce principe d'apprendre en fait en faisant, et d'avoir des adultes un tout petit peu plus vieux que nous, mais pas trop loin de nous en termes de tranche d'âge, donc des jeunes à peu près de 18-25 ans, qui étaient là pour vivre des choses avec nous. C'était intéressant cette relation c'est pas des parents, c'est pas des profs. Une autre relation à l'adulte. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, tiens, c'est quoi cette relation ? Pourquoi est-ce que ces gens-là s'intéressent à nous ? Quel est leur intérêt ? Est-ce qu'ils font ça par pur altruisme ou est-ce qu'en fait ils recherchent quelque chose aussi dans cette relation ? Je trouve ça assez riche. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai d'abord été animateur bénévole chez les scouts et puis chemin faisant, centre de loisirs, club med, j'ai fait des choses comme ça. Et puis après, quand il a fallu chercher du boulot, je me suis dit, est-ce que je veux être géologue ou est-ce que j'ai envie de faire de l'animation dans ma vie, quoi ? Et assez vite, je me suis dit que c'était ça qui me faisait me lever le matin et qui me donnait envie d'y aller. Donc j'ai postulé à des boulots dans des assos et j'ai d'abord travaillé à l'association Vitacolo qui faisait des colonies de vacances et de la formation BAFA. Et ils m'ont fait confiance à 24 ans pour diriger l'asso. Et donc du coup, j'ai eu ce premier parcours-là où je suis arrivé dans le milieu professionnel finalement par la direction d'une association que je ne connaissais pas. Mais il y a la question de l'animation, mais derrière, il y a la question qui semble que tu portes assez fortement sur l'éducation populaire et le sens de l'éducation populaire, dont tu nous as déjà un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire ton engagement dans l'éducation populaire, et puis presque dans sa défense ? Ouais, l'éducation populaire, moi j'aime bien aussi rappeler qu'elle a un espace d'éducation politique. L'éducation populaire, c'est aussi comment est-ce qu'on permet à des enfants de pouvoir comprendre les enjeux du monde et de permettre à des adultes d'être plus à l'écoute des enfants, parce que souvent les enfants ont des solutions très intéressantes pour changer le monde. Et donc il y a ce truc-là de pouvoir en fait amener à ce que tout le monde puisse discuter de tous les sujets et qu'il n'y ait pas en fait un pouvoir par la connaissance, mais qu'il y ait bien une connaissance du coup qui soit transversale de tous les humains, et que cette connaissance-là et cette transversalité-là, pour moi, l'éducation populaire, elle joue un rôle là-dedans. Et ce qui est intéressant dans l'éducation populaire, c'est que je crois qu'elle est humble et modeste, c'est-à-dire qu'elle va utiliser du coup des vecteurs de découverte et de connaissance qui sont des vecteurs de simplification, de ludification. Et ça ne veut pas dire que du coup on ne traite pas de sujets compliqués, mais qu'on le fait avec des outils qui sont populaires, accessibles à tout le monde.
Et ça, je trouve que du coup, il y a un truc intéressant là-dedans parce que ça redonne du coup un devoir et un pouvoir d'agir aux habitants et aux enfants. Et ça reconvoque aussi le fait que tout le monde a quelque chose à dire sur le monde et que tout le monde peut aussi du coup participer à son changement. Et j'aime bien cette utopie-là. Donc c'est là-dessus que moi je mène ce combat-là et que j'estime que nos luttes doivent aller vers là-dedans, quoi. Et il y a notamment la place de la culture, notamment la culture artistique. On parle beaucoup d'EAC, d'éducation à la culture. Nous, on aime bien parler de ACS, rajouter le S de culture scientifique. Pour toi, elle a quelle place la culture dans l'éducation populaire ? Elle est assez intéressante, mais je trouve que du coup, elle est aussi clivante. En fait, il y a tout élitiste, Pardon ? Élitiste ? Ouais, elle peut avoir un côté élitiste. En fait, je crois pas que les gens qui travaillent dans la culture ont cette démarche-là, mais je pense que du coup, il y a des cultures qui sont considérées comme institutionnelles, des cultures qui sont considérées comme normées massivement et donc qui représentent plus de personnes du coup dans le pays que d'autres. Et je trouve que ça crée parfois des sentiments d'illégitimité culturelle, à se sentir pas à l'aise dans cet espace-là, de se sentir trop à l'aise dans d'autres espaces, de se sentir le droit de juger la culture d'un autre, etc. Et je pense que c'est vraiment complexe dans notre société. Et donc dans le droit culturel, dans la question de l'éducation artistique et culturelle, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de redire que toute culture a sa valeur, toute culture a sa place. Et pour ça, il faut du coup ouvrir tous les espaces des possibles pour que la culture soit expérimentale. Et donc qu'elle soit un lieu où on vit des choses, où on a une démarche en fait de compréhension du monde, une démarche du coup d'étonnement, une démarche critique. Et la culture scientifique, par définition, pour moi, est un des espaces forts de ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir aujourd'hui les porosités qu'il y a entre ces cultures institutionnelles et ces pratiques d'éducation populaire, ces pratiques de culture scientifique qui vont aller, en fait, finalement, je trouve, offrir des médiations, offrir finalement des expériences muséales, des expériences du coup patrimoniales, qui me semblent aujourd'hui plus alignées avec cette question de l'égalité des écoutes et l'égalité d'accès. Oui, la démocratisation aussi. Un enjeu de démocratie, un enjeu de se dire que en fait, ces espaces-là doivent être des espaces du peuple, avec les peuples, et du coup, qui sont à l'écoute de tout ce qui peut exister dedans, quoi. Et justement, tu portes 2 projets. Ouais. Un projet plus de type événementiel, Instant Critique, dont j'aimerais bien que tu puisses nous parler. Et puis aussi La Passagerie, qui est un tout nouveau projet lancé très récemment. Oui. Instant Critique, c'est un événement qui a lieu du coup les 25, 26 et 27 novembre 2025 sur le territoire de la métropole de Lyon. Qui avait envie de faire vivre cette question du développement de l'esprit critique avec l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille. Que ce soit Ébulliscience, que ce soit Entre les lignes, que ce soit le réseau Ramsey, réseau Animation Médiation Culture, qui du coup rassemble un ensemble de médiateurs et médiatrices du coup issus des lieux culturels du territoire. Mais c'est aussi les associations d'éduc-pop. On voulait tous se rassembler pour penser du coup ce développement de l'esprit critique ensemble avec 2 programmations, une programmation enfant et une programmation adulte poreuse. Donc les 2 se croiseront. Mais l'idée, c'est de travailler ensemble la critique de nos propres pratiques pour pouvoir améliorer aussi ces pratiques-là et s'assurer qu'elles soient bien, entre guillemets, dans le temps du moment. Et donc, on se posera des questions ensemble sur est-ce que l'éducation populaire fait encore son boulot ? Est-ce que les droits culturels sont un lieu vraiment d'égalité ou sont des lieux d'appropriation ? On va se poser ces questions-là ensemble pendant 3 jours. Et après, l'autre projet, c'est La Passagerie. C'est plutôt un constat de se dire qu'il faut trouver des nouvelles formes et des nouvelles pratiques d'éducation populaire. On a l'accueil de loisirs, on a la colo, on a le périscolaire. Mais finalement, nous, ce que moi j'avais envie de développer avec les Francas, c'était des espaces plus agiles, plus ouverts, inspirés du coup des terrains d'aventure, inspirés des camps scouts que je vivais, inspirés des résidences d'artistes qu'on croisait. Et du coup, le travail, ça a été de se dire qu'on crée des nouveaux espaces que sont les passageries, qui sont des lieux en fait où on pense pas que des enfants puissent être présents forcément, mais dans lesquels en fait on va faire vivre des expériences enfantines et familiales. Voilà. Super, merci. J'avais une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une proposition à te faire. Aujourd'hui, le monde associatif, le monde culturel, le monde de l'éducation populaire ne va pas forcément très bien. Ça a toujours été difficile, ça l'est de plus en plus. Tu as été directeur de Vitacolo à Villeurbanne, Vitacolo qui ferme, malheureusement. Voilà, si tu avais quelque chose à dire, je ne sais, moi, à des ministres, à des gens haut placés pour défendre ce milieu associatif, ce milieu culturel et ce milieu de l'éducation populaire, qu'est-ce que tu leur dirais ? Que le milieu associatif, il est là où l'État n'est pas là. Il est là où l'État, en fait, a sa limite.
et il est là par contre pour répondre vraiment à l'intérêt général. Et qu'à un moment, il faut savoir du coup être conscient de cet enjeu-là, qu'il y a un monde associatif qui essaye de lutter chaque jour pour que le récit des communs il soit possible, pour que le récit d'un vivre ensemble il soit possible, d'un pouvoir d'agir il soit envisageable, de permettre à chaque personne, quel que soit son quartier, d'avoir la chance de pouvoir vivre ce qu'il a envie de vivre avec l'autre. Et là, je crois que du coup, on n'a pas compris un truc, c'est que le monde associatif, il est essentiel, et on est en train de l'éroder. Et que si on érode le monde associatif, on va éroder énormément du lien. Et la question des liens aujourd'hui me semble primordiale si on veut, éviter d'avoir un avenir très incertain. Et je pense que la qualité de ce modèle, qui est le modèle associatif, qui est assez rare quand même dans le monde, je crois qu'il faut savoir le préserver, et ça passera aussi par lui faire confiance. Il faut arrêter de faire des appels à projets où il faut nous demander tout le temps de répondre du coup à tel objectif, mais il faut nous faire confiance. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut faire et on y va. Merci Arnaud. On se joint, Ebullition se joint à toi. On signe en bas de ce propos. Et puis, écoute, je remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast Parlons Science. Et merci surtout pour ton engagement. Bravo. Merci à vous. Merci à Arnaud d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.